Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Dans cette nouvelle émission, nous allons vous parler du surendettement dans les familles. Dans la plupart des pays, comme en Suisse, parler de l'argent est un sujet tabou et encore plus il s'agit des dettes. La peur de la stigmatisation ou le manque d'informations pousse les familles à attendre jusqu'au dernier moment pour demander de l'aide. Et pourtant, 30% de la population est touchée par l'endettement. Selon une étude de l'Office fédéral des statistiques sur nos conditions de vie, une large partie de la population est touchée par la précarité financière. Les causes du surendettement seraient nombreuses. Une maladie, un divorce, le chômage, la naissance d'un enfant seraient les principaux responsables. Le bien-être de la famille n'est pas qu'une affaire privée, il concerne toute la société. Nous vous invitons à une réflexion sur le surendettement ainsi que sur les possibles solutions pour se désendetter. Regardez avec nous. Pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes tombé dans l'endettement? Alors écoutez, tout simplement, j'ai travaillé dans les médias depuis quelques années et je suis aussi passé par des phases de chômage, donc qui ont conforté aussi cette situation de surendettement. À force de ne pas forcément regarder les factures qui arrivent, continuer à avoir le même train de vie, on a de la peine à accepter qu'il faut retourner d'une certaine manière en arrière. Quand on commence à entrer dans cette spirale infernale, on gagne moins, on dépense toujours la même chose. Et par contre, on oublie certaines choses comme les impôts qui viennent une année après. Et là, on a des mauvaises surprises parce qu'on vous dit, mais même si votre vie elle a changé, l'année dernière, vous auriez dû thésauriser pour pouvoir payer. Quelles sont vos dettes aujourd'hui? Alors actuellement, j'ai une dette de 35 000 francs encore. Et il y a 18 mois, 20 mois, j'en avais encore pour 60 000. Moi, je suis endetté par rapport aux impôts. Moi, je suis endetté du fait que j'ai une carte de crédit que je peux utiliser, avec l'espoir que je vais payer le solde de la carte le mois qui suit. Et puis, il y a un imprévu qui fait que je ne paye pas. Du coup, ça rapporte une dette une autre. Il y a des problèmes de famille, une séparation, un divorce, c'est des dettes qui sont assurées. Il faut payer l'avocat, il faut payer la pension alimentaire. Par la suite, on a deux loyers à payer si on a la malchance d'avoir un partenaire qui n'a pas de revenus. Tout ce qui était lié au régime matrimonial, ou en tout cas beaucoup de choses, tombent sur la tête de la personne qui a le plus de revenus. Tout ça, ça vous fait un trou, combien votre budget? Je pense que la moitié de mon salaire doit être passe à payer des arriérés de dette. Bonjour madame. Et ce qu'il faut faire, c'est payer les charges courantes. Pour la caisse maladie, déjà regardez si vous avez droit à un subside. Ça serait bien de prendre contact avec le service social d'Yverdon. Ils verront justement à quelles aides vous avez droit, d'accord? Est-ce que pouvez-vous nous donner un regard général justement du cause du surendettement? C'est des multiples facteurs qui ont causé le surendettement. C'est rarement juste un accident de la vie, c'est un accident de la vie et d'autres difficultés. Donc les difficultés de gestion reviennent à 60% des cas. Mais ensuite, ce qui revient et qui est relativement important, c'est la diminution du revenu. Et puis, ce qui vient ensuite, c'est tout de même la maladie, l'invalidité, un accident ou les dépendances. Donc, ce qui est en lien avec la santé. Moi, je dirais aussi, avec la séparation, par exemple, beaucoup de parents doivent Augmenter les charges, augmenter les charges. Et donc, ça, c'est aussi une des causes de l'endettement. Par contre, là où on voit une difficulté, c'est que finalement, lorsqu'on a des revenus, un revenu autour de 5 000 francs, mais qu'on a par exemple 2 enfants, un métier qui nécessite l'usage d'un véhicule parce qu'on ne peut pas s'y rendre en transport public, eh bien on a trop de charges. Donc nous, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que quelque part, tous les ménages sont précarisés par quelque part la non-évolution des salaires, l'augmentation des charges, l'assurance maladie qui augmente, les loyers qui deviennent de plus en plus chers, etc. Ça devient de plus en plus difficile, quelque part, d'avoir une situation qui permet un assainissement. Mais reste que c'est possible, on le voit tous les jours avec les gens qui nous consultent,
Mais en termes politiques, il y aurait beaucoup de choses à faire pour, quelque part, protéger mieux les citoyens consommateurs et éviter qu'ils n'entrent dans cette spirale de l'endettement. Ce que je sais, c'est que mon budget, j'ai un budget qui est déficitaire. Ok. Ce que je dois payer au cours de mois est largement supérieur à ce que je gagne au cours du mois. Donc du coup, ça devient comme une seconde nature, de savoir très bien qu'on n'arrivera jamais à payer ses factures. Quelle est votre stratégie justement pour faire face à ces dettes? Ma stratégie, c'est d'éviter l'enlisement. C'est-à-dire que de rajouter des dettes sur ce qui existe déjà. Mais je n'ai pas une stratégie coup de poing pour dire que je vais balayer la dette qui existe demain ou après-demain. Non, j'y pense même pas, parce que ça me fait un souci de plus si j'y pense. Alors, j'y pense pas, parce que j'ai pas de solution à cela. Quand les personnes s'adressent à votre service, souvent ils sont en dette de combien d'argent parlons-nous? Alors, les statistiques nous disent que c'est pour environ la moyenne cantonale, c'est 60 000 francs. Voilà. C'est-à-dire que quand il arrive ici, il a quand même une dette assez importante. Oui, alors le problème justement, c'est que les gens attendent trop longtemps. Les personnes ne consultent les services spécialisés qu'après majoritairement entre 3 à plus de 5 ans d'endettement. Ce qui apparaît, c'est que quelque part, les gens ont essayé de trouver leur solution propre avant, qui n'était pas forcément idéale. Parmi les mauvaises solutions notamment, nous pouvons relever le fait que les gens essayent de multiplier des arrangements. Or, ils font cette multiplication d'arrangements sans avoir au préalable vérifié leur capacité de tenir ces arrangements. Si on maîtrise les arrangements, c'est une chose. Ne pas les maîtriser, la personne est à ce moment-là mieux avec des poursuites et ferait mieux d'orienter tous ses créanciers vers l'office des poursuites parce qu'elle assurerait ainsi un montant de base minimum pour sa subsistance. Et comment est-ce que vous faites pour arriver à ces schémas de désendettement? Alors moi tout simplement j'ai commencé par faire une curatelle volontaire parce que je me suis rendu compte que je m'en sortais plus et que je n'arrivais pas forcément à prendre les décisions comme le changement d'appartement, etc. tout seul. C'était trop difficile pour moi, je voulais garder une certaine image de moi-même face bien sûr à moi mais aux autres surtout. Donc je me suis engagé à faire ça et pendant 18 mois, 20 mois, c'est vrai qu'on m'a serré la ceinture comme on dit. Fortement. Vous devez prendre sur vous et accepter certaines décisions qu'on vous dit, voilà, tu n'auras plus que 100 francs par semaine. Et c'est clair qu'à ce moment-là, on apprend à compter, on ne s'achète plus forcément des habits, les sorties sont exclues, donc on décide de lire, regarder la télé, rester à la maison. Mais à un moment donné, après 20 mois, la ceinture était quand même un petit peu trop serrée à mon goût. Donc j'ai arrêté la curatelle et j'ai demandé de l'aide à Caritas. Alors j'ai vu qu'il y avait une ligne Infoline qui existait et j'ai commencé à travailler donc avec une bénévole. Et à ce moment-là, la différence, c'est que la bénévole, vous faites le budget avec elle. C'est-à-dire que vous avez vraiment... Vous participez quand même à... Voilà. C'est plus, on vous dit, vous avez 100 francs par semaine. Là, on prend en compte quand même certains autres éléments en disant, mais vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça pendant 20 mois parce que sinon vous allez péter un plomb, comme on dit. Donc, entre en jeu d'autres questions. Alors la personne ne vous laisse pas tout faire non plus, bien qu'elle vous dise que c'est votre budget, c'est votre vie. Maintenant, j'ai retrouvé un très bon travail, je gagne bien ma vie. Ça ne me permet pas de partir en vacances parce que je rembourse aujourd'hui ou de faire des folies, mais au moins on a la satisfaction personnelle de se dire mais au moins tout est payé et un jour ce sera fini. Qu'est-ce qui vous a motivé à témoigner aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont de tous les niveaux de vie, avec les problèmes économiques, qui peuvent se retrouver dans une situation pareille, puis qui se mettront aussi comme moi à réfléchir ou à essayer de cacher pour leur famille, et puis au moment où ils découvriront le trou qu'il y a, ce sera trop tard.
Quand est-ce qu'un créancier fait appel justement à l'office des poursuites? Le créancier peut faire appel après une simple facture ou autrement il peut attendre 1, 2 ou 3 rappels, cela dépend des pratiques. Disons que le rappel n'est pas une obligation pour le créancier et c'est plutôt une politesse commerciale qui est mise en place. Quel type de poursuites arrive ici? Pour quelles raisons? Alors, nos principaux clients, si j'ose dire, sont les impôts, les assurances maladie, et peut-être pour les indépendants, les personnes qui travaillent pour leur compte, on peut rajouter la AVS, la TVA. Et combien par mois? Est-ce qu'il y en a? Alors, par mois, à l'Office des poursuites de Lausanne, il faut compter environ 9 000 par mois, ce qui ferait environ 110 000 par année. Si on prend sur le plan du canton, on va approcher, je pense, 400 000 poursuites en 2011, ce qui fait une augmentation systématique d'année en année d'ailleurs. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire qu'on soit interpellé par l'Office des poursuites? Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation relativement délicate. En ce sens, si l'on ne doit pas forcément l'argent, on peut former une opposition, contester le fait qu'on doit rembourser de la créance, ou autrement, on a un délai de 20 jours pour rembourser la somme que le créancier réclame. Si on n'a pas l'argent, on n'a pas comment payer cet argent. Avec qui on peut négocier? Est-ce qu'on peut négocier avec les créanciers? Toujours avec le créancier. C'est uniquement le créancier qui peut accorder des délais de paiement, notamment des versements par acompte ou autres, pour trouver un arrangement et éviter une saisie. Au cas où on ne peut pas payer dans 120 jours, donc le créancier, il doit encore maintenir, on va dire, la poursuite. Exact. Il doit écrire à l'Office des poursuites pour demander de continuer la poursuite. Et l'Office, quand on reçoit cette réquisition de continuer la poursuite, on envoie un avis de saisie au débiteur. Et là commence la procédure de saisie. Je pense que le 40% des demandes de saisie aboutissent à une saisie de salaire. Comment fonctionnent ces 6 salaires? On interroge le débiteur en lui posant les questions pour déterminer combien il gagne, ensuite pour déterminer combien il lui faut pour vivre tous les mois, notamment il y a un minimum vital qui doit être établi, auquel on ajoute le loyer, les assurances maladie, les charges indispensables pour lui permettre de travailler par exemple, ou pour manger quand il travaille à l'extérieur. Tout ce qui est indispensable pour lui et sa famille, et ce qui dépasse, on va le saisir. Et lorsque le débiteur verse la totalité de la dette à son créancier, il sera important pour le débiteur, surtout lui, de demander au créancier d'annuler la poursuite. Parce que s'il ne le fait pas, elle va rester inscrite et il arrive fréquemment que des gens, des débiteurs ou des gens qui viennent pour avoir une attestation de solvabilité, on croit qu'ils n'ont plus de poursuite alors que simplement le créancier ne l'a pas annulé, ce qui est très dommageable. Si vous payez votre créancier et que le créancier annule sa poursuite, elle figurera plus dans les registres. Pourquoi est-ce que les gens s'endettent? On les encourage beaucoup. On est dans une société de consommation où on pousse vraiment les gens à acheter, même s'ils n'en ont pas les moyens. C'est d'ailleurs un phénomène, je trouve, un des phénomènes les plus puissants pour expliquer la crise générale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans les économies occidentales. Au fond, l'industrie a continué à produire toujours plus, et pour financer la demande, au lieu d'avoir développé du pouvoir d'achat durable et stable par des vraies rémunérations, on a mis en cause et souvent freiné, voire suspendu, voire arrêté une partie de ces mécanismes de diffusion de pouvoir d'achat. Puis à la place, on a développé une politique de diffusion de l'endettement. Que ce soit un crédit, une carte de crédit, un leasing, c'est une forme d'endettement. Et ça a des conséquences sociales dramatiques. De manière générale, le pouvoir d'achat d'une partie des ménages et notamment des familles a eu de la peine à se maintenir ces 10-15 dernières années. Alors on essaie de lutter contre ça. On a beaucoup développé le budget des subsides d'assurance maladie. On a créé, elles sont entrées en vigueur au 1er octobre, donc les prestations complémentaires pour famille, pour vraiment consolider le pouvoir d'achat des ménages modestes avec de vrais soutiens et à la place de ces soutiens factices que sont les facilités d'endettement.
la responsabilité individuelle joue un rôle. Et d'ailleurs, on doit aussi la soigner, cette responsabilité individuelle. Dans notre stratégie de prévention du surendettement, avec Madame Lyon, par exemple, nous avons diffusé des programmes de prévention dans le milieu de la formation. Donc, on essaye de cultiver cette responsabilité individuelle, mais à la fin, chacun doit aussi s'assumer. Mais pour autant, ça n'exonère pas la société, le système social de ses propres responsabilités. Si vous avez un système social déficient, si vous laissez des poches de pauvreté se développer et que l'action publique n'agit pas, alors il y aura des conséquences en termes d'appauvrissement, de dette, d'insolvabilité et derrière de maladies, de difficultés liées à la sécurité, etc., etc. Pouvez-vous nous parler exactement de vos programmes de prévention et quelle est finalement l'importance d'agir justement contre les surendettements? On a une politique qui s'inscrit sur plusieurs axes. D'abord un numéro vert, enfin un numéro qui permet pour ceux qui sont dans des difficultés de surendettement d'appeler et de recevoir un conseil et une orientation. Si c'est des conseils simples, ils seront donnés par téléphone. Si c'est une orientation qui est demandée, il y aura derrière ce conseil téléphonique ou ce premier contact téléphonique un rendez-vous avec un assistant social formé aux questions du surendettement qui vont examiner la situation, vous aider à faire un budget mensuel, à prévoir une stratégie de désendettement. Par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons développé un programme de formation, d'information auprès des jeunes qui passent par les écoles professionnelles et les gymnases. Après, il y a le dispositif qui est en place dans les CSR pour vraiment aider les gens qui sont dans des graves difficultés sociales de sortir de cette situation. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que fonctionnent ces processus de désendettement? On va faire le bilan d'endettement de la personne, ainsi qu'établir son budget, faire l'évaluation de sa situation financière, familiale et professionnelle. Et après, une fois qu'on a refait cette évaluation, on présente à la personne comme solution des procédures, donc la procédure règlement amiable des dettes. On entre en contact avec les créanciers et on leur propose des arrangements. Autre procédure, c'est l'extrait judiciaire. Après, il y a une autre procédure que c'est la faillite personnelle qui permet à la personne de stabiliser sa situation, de ne pas refaire de nouvelles dettes. Et puis, si la personne a envie de faire ça toute seule, il y a des conseils à la fois sur Internet, notamment dette.ch. La FRC aussi, la Fédération romande de consommateurs. Il y a aussi pas mal, il y a même des exemples de budget, comment il faut faire pour établir un budget, pour ne pas oublier toutes les dépenses qu'on a dans son ménage et dans la vie quotidienne. Infobudget, bonjour. Infobudget, c'est une ligne téléphonique qui est ouverte comme une permanence, si on veut bien, 4 jours par semaine, à 9h à 13h. On va orienter la personne et dans 70% des situations, la personne qui téléphone est orientée vers un lieu où elle aura un entretien individuel plus poussé, plus approfondi, qui permettront de trouver vraiment une solution à sa problématique. Il faut savoir que ce n'est jamais l'office des poursuites qui vous relance, c'est les créanciers qui disent « moi je veux mon argent », donc du coup l'office des poursuites met tout en route pour voir s'ils peuvent récupérer de l'argent. Mais ce n'est pas d'office l'office des poursuites qui vous relance. Donc là, ils vont faire un acte de défaut de bien. En gros, c'est comme ça que ça se calcule, c'est clair. Donc si c'est une personne seule... Et les cours Agir, donc où nous sommes aujourd'hui, de quoi il s'agit ces cours? Alors les cours Agir, en fait, répondent à ce même besoin d'information qu'on n'a pas tous les jours. Je veux dire, il n'y a pas d'école qui nous forme à la gestion d'un budget domestique. Et on apprend simplement à gérer ce qu'on a. Aujourd'hui, c'est clair qu'on vit l'époque un peu de l'argent facile et on doit avoir des bonnes capacités de gestion pour éviter justement de se retrouver dans les chiffres rouges. Le cours Agir est ouvert à toute personne qui a des questions et qui aimerait y répondre. Et il est gratuite pour tous les participants. Tout compte fait que donc une prestation qui permet à un bénévole qui est formé par Caritas de pouvoir rencontrer une personne endettée. Le bénévole va pouvoir accompagner
après le cours Agir, justement à gérer un classeur de gestion, à regarder quelles sont les bonnes enveloppes, les bons postes prioritaires. Et je pense que là, il y a un premier pas. Si ce premier pas ne suffit pas, on peut orienter la personne auprès d'une consultation professionnelle qui se trouve dans tout le canton, aussi donnée par nos collaboratrices à Caritas, au CSP ou à UNAFIN pour Lausanne. Alors c'est clair que ces projets des 3 ans, c'était... Il y a plusieurs associations qui sont là, certaines sont des fêtières, d'autres sont des organismes plus petits. Donc je crois qu'il y a déjà un intérêt là pour que ces associations apprennent à se connaître, peut-être développer des synergies lors des moments aussi plus informels que ce genre d'événement permet de faire aussi. En tant que Fédération genevoise de coopération aussi, il y a évidemment un intérêt pour nous, et on l'a toujours dit dès le départ, quand on a commencé à traiter ce thème-là, de faire un peu des ponts, c'est un peu cette image de jeter un pont entre des groupes migrants qui sont de toute façon à Genève, souvent avec des gens très qualifiés, avec des motivations, des connaissances aussi du terrain, et des associations membres ici à Genève qui ont aussi parfois peut-être accès à des fonds, des connaissances techniques pour monter des projets, et là il y a, je pense, des intersections à réaliser. Je suis biologiste, je suis originaire du Togo. Et je peux dire que je suis un assez vieux migrant, puisque je suis en Suisse depuis presque 40 ans. Je vais parler de 2 actions possibles, réelles, de la diaspora dans le cadre de la médecine traditionnelle et aussi dans le cadre des initiatives que nous avons pu mettre en place. Les 2 actions sont initiées par 2 associations. La première, c'est donc Tradition et Médecine, TEM, qui s'occupe de la promotion de la médecine traditionnelle africaine. La seconde, c'est une coopérative financière de la diaspora africaine, la COFIDIAF, qui va permettre, puisqu'on est tout jeune de ce côté-là, d'améliorer la capacité d'intervention financière des projets issus de la diaspora. Moi, j'étais formée en tant que biologiste en Colombie, et c'est quand même au niveau... Tous les coûts économiques qui étaient faits en Colombie, finalement, il est investi aussi en Suisse. Donc mon savoir et mon expertise se développent ici en Suisse. Donc j'apporte avec ma recherche et ma contribution au développement de la Suisse. Avec des projets scientifiques, moi spécifiquement, c'est dans le cadre de trouver, de comprendre les problèmes du poumon. Donc, ils sont liés aux problèmes asthmatiques, qui notamment sont des problèmes des pays de développement, pas des pays en voie de développement. On a lancé le programme de façon assez insolente, audacieuse, et nous sommes convaincus que c'est la perspective que doit prendre la diaspora aujourd'hui, oser. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la volonté des migrants de se prendre en main. Ça, c'est bien. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle une stratégie d'autopromotion, d'autodéveloppement. Les migrants pensent pour eux les solutions les plus aptes à les développer ici et à développer chez eux. Donc je pense que c'est une nouveauté. Les migrants sont au cœur de la problématique. Et je pense qu'il faut encourager les initiatives. Je salue toutes ces initiatives d'organisation de transfert financier des migrants pour passer de la consommation à l'investissement productif et pourquoi pas à la création d'emplois. Et je pense que là, c'est une originalité qu'on n'a pas souvent entendue et je la salue. Je m'inscris pleinement dans cette optique. Souvent, les personnes attendent jusqu'au dernier moment pour demander de l'aide. Si vous ou un de vos proches vous trouvez dans cette situation, n'hésitez pas à vous renseigner sur les différentes mesures de prévention ainsi que les solutions possibles. Pour voir nos émissions ou trouver plus d'informations sur les thèmes d'aujourd'hui ou simplement être informé sur la vie multiculturelle en Suisse romande, visitez-nous sur notre nouveau site internet www.carrefourtv.ch. Merci pour votre fidélité. On se retrouve les mois prochains sur votre télévision locale. Comme toujours, à la prochaine et à la vista!